Tout le monde connaît le professeur Aouaï. Et je voulais dire juste un petit mot concernant le professeur Aouaï. Ce n'est pas par rapport à son CV, ce n'est pas par rapport à son parcours, ce n'est pas par rapport à sa responsabilité, mais juste en tant que responsable de cette institution, je voulais juste te dire, cher professeur, cher ami, que le CRBT est très reconnaissant par rapport à tout ce que tu as fait pour le CRBT. Parce que tu vas Inch'Allah visiter le CRBT, la nouvelle infrastructure, les plateformes, parce que désormais, par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on est en train de faire, par rapport à ce qui va être mis en place, je dois le reconnaître et le dire que le CRBT sera parmi les meilleurs centres de recherche les mieux équipés au niveau international, et je le dis au niveau international. Avoir toute cette infrastructure qui existe sur le même site, on ne peut pas la trouver nulle part ailleurs au monde. Et ça, c'est parce que vous avez cru dans le projet, vous avez cru dans le potentiel des biotechnologies, et parce que, et en plus, vous avez soutenu jusqu'à la dernière minute de votre responsabilité, et actuellement, vous faites des tournées pour former, pour continuer à activer dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation. Vous avez tout le mérite d'être professeur qui prend en lui le titre de professeur universitaire. Et je vous remercie au nom de tous les chercheurs et ingénieurs du CRBT. Et voilà. Le problème, je dirais, un problème de santé publique, je dirais le diabète, c'est un problème général. Mais vous allez traiter quelque chose de bien particulier dans ce problème. Donc le diabète est un terme général, mais vous allez le transformer en un énoncé par rapport à votre propre langage, pas par rapport au langage de l'entreprise. Donc c'est d'abord cet énoncé que vous allez faire. Mais pour résoudre le problème, il faut trouver les causes de ce problème. Il y a un principe en science qui s'appelle le principe de la causalité. Il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas une cause qui a été identifiée. Donc il faut identifier la cause. Mais parfois, on fait une erreur d'appréciation de la cause. En fait, on ne définit pas la cause racine, on définit des causes secondaires. Parce que pour guérir le mal, il faut trouver la cause racine qui a induit ce mal. Comme l'a dit Hippocrate, quand on donne un diagnostic, quand on sait analyser les symptômes, on est un bon médecin. C'est-à-dire quand on connaît la cause d'un problème, on est un bon médecin. Quand on connaît la cause de la cause, on est un bon thérapeute. Et quand on est la cause de la cause de la cause, on est un très bon médecin. Plus on cherche la cause de la cause de la cause de la cause, plus on se rapproche de la solution. Et plus il est facile pour moi de trouver comment résoudre ce problème. Donc tout le problème de la science, c'est de trouver les causes racines. L'identification d'un problème passe essentiellement par l'identification des causes racines. Et c'est pour ça que les chercheurs, de façon globale, commettent l'erreur de poser la mauvaise question. La mauvaise question, c'est que nous cherchons toujours le pourquoi. On a dit pourquoi il y a ça. C'est la question. Pourquoi on est malade? Pourquoi on a tel symptôme? Pourquoi on a ça?
Et le pourquoi ne vous amène pas à la cause racine. Il vous amène à une cause subsidiaire. Pour connaître la cause racine, il faut trouver les conflits qu'elle induit. Parce qu'une cause induit des conflits. Qu'est-ce que ça veut dire les conflits? Ça veut dire que quand vous trouvez, identifier le problème, vous trouvez que la solution que vous allez trouver en identifiant le problème, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette cause que vous allez identifier a induit des conflits. C'est-à-dire que si vous prenez, si je prends un médicament par exemple, vous avez le principe actif, c'est la molécule active, qui traite la maladie, mais en contrepartie, elle a des inconvénients, c'est les contre-indications. Donc, dans toute chose, donc il y a des conflits. Dans toute solution que vous allez apporter, il y aura toujours des conflits. Et donc, si vous voulez réellement vous débarrasser des effets secondaires, des inconvénients de la solution, il faut trouver la racine des conflits. Je donne un exemple. Si je vous pose la question, pourquoi vous allez au supermarché? La majorité vont me répondre, je vais au supermarché pour faire des achats. Est-ce que c'est la cause primaire? Si je vous posais la question maintenant, quelle est la cause pour laquelle vous allez au supermarché? Quelle est la cause? Vous allez me dire, je n'ai rien à manger à la maison. Donc c'est la cause primaire. Vous n'êtes pas allé au supermarché pour faire des achats, Vous êtes allé au marché parce qu'il y a un besoin autre que celui d'aller acheter, qui est de se nourrir. Et donc il est important de se poser la question. Ceci m'amène à dire, si je vous dis quelle est la fonction d'un séchoir, tout le monde va me dire le séchoir sèche à sécher les cheveux. Or que c'est faux. Le séchoir sert à évaporer de l'eau qui se trouve dans vos cheveux. Donc la fonction sécher est fausse pour un séchoir. La vraie fonction d'un séchoir, c'est évaporer de l'eau. Faire évaporer de l'eau. Donc en fonction de la réponse, vous allez chercher à trouver quelque chose qui sèche, alors que ce n'est pas quelque chose qui sèche que vous devez chercher pour résoudre le problème. C'est quelque chose qui fait évaporer de l'eau. La solution est complètement différente par rapport à la cause que vous avez identifiée en premier. Et donc, ce qui pose le problème, comment trouver les conflits racines? Et donc, le TRIZ a développé une méthode qui s'appelle la RCA+, Root Conflict Analysis, l'analyse des conflits racines, qui vous permet de découvrir toutes les causes jusqu'à la cause principale, la cause racine. Et une fois que vous avez identifié la cause racine, c'est facile de mettre en place une stratégie pour pouvoir résoudre le problème. Alors, le TRIZ, comment il est venu au monde? Le TRIZ est très ancien. C'est Heinrich Altschuler, juif russe, qui a développé cette méthode. Il l'a développée en 1948 et qui a réellement été mis en valeur pour les personnes en 1968, où l'État russe a accepté d'admettre que cette théorie est l'unique voie pour que le pays puisse sortir et devenir un pays puissant en recherche et développement. Et aujourd'hui, le pays qui détient les plus grandes innovations au monde, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Russie. Et quand Poutine dit que nous sommes 25 ans en avance en technologie que les États-Unis, il a raison. Je dis les technologies les plus avancées. Je ne parle pas des gadgets que vous voyez.
mais les choses stratégiques pour le développement d'un pays. Et donc parce que c'est eux qui ont toujours utilisé le TRIZ et qui continuent à utiliser le TRIZ et qui enseignent le TRIZ et qui en font le TRIZ. Alors vous me dites, comment se fait-il que le TRIZ, personne ne l'a connu avant? Comme vous le savez, l'URSS interdisait à ses savants de sortir du pays. Les savants russes n'avaient pas de passeport. Ils ne pouvaient pas voyager. Et ils devaient tout écrire en russe. C'était interdit d'écrire une autre langue. Et en 1990, quand il y a eu la Petroskovia, l'éclatement de l'URSS en plusieurs pays, c'est comme ça que le TRIZ a été transposé par les juifs ukrainiens, je dis bien les juifs ukrainiens, qui travaillaient avec Altshuler, qui ont fait connaître le TRIZ au monde occidental et qui commençaient à faire les traductions de tout ce contenu du TRIZ, etc. Et les premiers qui avaient adopté le TRIZ, c'est l'Asie. La Corée du Sud, la Malaisie, le Japon. Et ils sont devenus leaders, et vous allez voir qui utilise le TRIZ aujourd'hui. Comment il a fait? Altshuler a passé en revue, pour arriver à cette théorie, 2 millions de brevets. Il a étudié 2 millions de brevets. Il a étudié la vie de tous les grands savants du monde. Comment ils sont arrivés à cette créativité. Il a étudié tous les grands peintres du monde, tous les grands artistes du monde, tous les grands poètes du monde, tous les grands écrivains du monde. Comment ils arrivent à créer des choses. Et sur la base de toutes ces analyses-là, il est arrivé à mettre en place cette théorie. C'est très fastidieux, ça demande des années d'apprentissage. Mais une fois que vous la maîtrisez, ça deviendra un outil puissant de découverte. Et donc une fois qu'il a mis cette théorie, il a dit que les brevets se décomposent en 5 catégories. Ceux de niveau 1, ceux de niveau 2, ceux de niveau 3, ceux de niveau 4 et ceux de niveau 5. 1, 2, 3, c'est tous des brevets où il y a eu des simples petites améliorations de ce qui existait auparavant. Et il découvre que 97% des brevets sont que des petites améliorations. Que des brevets où on introduit une nouvelle fonction ou un nouveau principe, il n'y a que 3%. Et donc, ça a été dit, le TRIZ vous ramène, quand vous faites appliquer cette théorie, à déposer du brevet à partir du niveau 3. Il n'aime pas le niveau 1 et le niveau 2. Voilà l'histoire. Donc le TRIZ s'est développé ainsi, et puis vous allez trouver tous les Russes, par la suite quand il y a eu la possibilité de voyager, ils ont tous été captés, soit par Israël, soit par l'Allemagne, soit par l'Angleterre, mais tous les savants russes juifs sont partis à Israël. Et ce n'est pas par hasard qu'Israël aujourd'hui est leader en technologie de pointe. L'histoire est importante pour connaître pourquoi. Et donc, ces savants russes qui sont devenus leaders dans d'autres pays, en Angleterre, parmi eux, il y a des savants qui sont devenus professeurs et qui ont développé le bio-TRIZ il y a quelques années. Le TRIZ, comment allier la biologie à l'ingénierie. C'est ce que vous faites. Allier de la biologie, c'est de la biotech. Allier de la biologie à la technologie. Comment faire le lien entre la nature et l'ingénierie. Et donc c'est cette professeure et son mari
qui ont développé le biotrisme, on va le voir. Parfait, je vous ai fait un peu l'historique. On va voyager maintenant sur le biotrisme. C'est quoi? Voilà. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, notre économie est confrontée à des problèmes sociaux et environnementaux à l'échelle mondiale. Problèmes de santé, troubles sociaux, migration, les crises d'eau, de l'énergie, des finances et ainsi de suite. Tous les facteurs mentionnés ci-dessus font des systèmes vivants la principale source d'idées pour des cycles autonomes de matériaux, de produits, de services. Parce que le plus grand innovateur, c'est qui? C'est la nature. Il n'y a pas plus puissant innovateur que la nature. La nature innove. La flore ou la faune, pour pouvoir survivre, elle doit s'adapter. Et pour s'adapter, elle doit innover, trouver une nouvelle forme pour pouvoir résister, soit à des maladies, soit à des stress hydriques, soit autre chose, et ainsi de suite. Donc si nous pouvons nous rapprocher plus de la nature et savoir comment elle fonctionne, nous pourrons peut-être trouver des solutions biologiques que nous pouvons transférer en des produits technologiques. Voilà le but. Comment? Pour le moment, il n'existe aucune méthodologie ou procédure pour rendre les mécanismes biologiques applicables à mettre en œuvre dans des domaines non biologiques. Il n'y a aucune procédure qui va vous dire, voilà, il faut suivre cette théorie, il faut suivre ça pour transférer donc, une solution biologique dans un milieu non biologique. Donc tel que dans l'engineering ou dans les affaires ou dans l'économie. Donc, mais avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de commencer à emprunter des stratégies naturelles aux écosystèmes pour la durabilité ou les manipuler à notre avantage, il vaudrait la peine de répondre à quelques questions de base en premier lieu. Premièrement, la stratégie minimise-t-elle le gaspillage? La stratégie accélère-t-elle la croissance économique? La stratégie assure-t-elle la stabilité sociale? La stratégie mène-t-elle à un niveau de vie élevé? La stratégie réduit-elle le risque de crise? C'est quand on veut établir une stratégie, c'est les questions qu'on doit le faire dans la vie normale. Et donc même dans la recherche, quand on met une stratégie, il doit répondre à beaucoup de questions pour dire que c'est ma stratégie. Si les gens ont déjà compris si un processus de fabrication est lié à la consommation, recyclage, les boucles fermées, etc., nous pouvons dire de quel type. Donc toute la vie, quand on dit un développement durable, tout développement durable dépend d'un cycle. La vie est un cycle. Tout dépend du cycle que vous voulez chercher. Et donc la question que vous allez vous poser, quel type de cycle je recherche? Un cycle lent ou un cycle court, c'est-à-dire un cycle rapide ou un cycle lent? Première question. Réversible ou irréversible? Est-ce que le cycle va dans les deux sens? Cycle unique ou cycle multiple en interaction ou plusieurs cycles multiples en interaction? Interrompu ou continu? Le cycle est interrompu, discontinu ou continu? Simple, un cycle simple ou un cycle complexe? Et puis ensuite la question, des cycles de quoi? De matière, des cycles d'énergie, des cycles d'information ou autre chose? Tous les cycles correspondent à de la substance, à de la structure, à de l'énergie, à de l'information, à de la matière, à de l'énergie. Donc tout cycle dépend de un de ces paramètres. Nous ne pouvons pas avoir des cycles qui ne dépendent pas de un de ces paramètres, parce que ce sont des cycles physiques. Et tout cycle physique, il est temporel, il est spatial, c'est de la matière et c'est de l'énergie. Donc on est obligé de trouver sa temporalité, sa spatialité, sa consommation d'énergie,
son développement de la substance. Les cycles biologiques qui existent aujourd'hui. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce travail pour vous. Il faut qu'aller demander, et demander à des bases de données, nous le verrons plus tard. Alors, voilà, comme j'ai dit, donc, dans le Biotriz, il catégorise les cycles en, comme j'ai dit, de la substance, structure, espace, temps, énergie et information. Et la valeur prépondérante, la plus importante entre ces 7 valeurs dépend de la dimension de l'être biologique que vous êtes en train d'étudier. D'une cellule ou d'une molécule, ces valeurs ne sont pas aussi importantes l'une par rapport à l'autre. Comme vous voyez, ici, si je suis à l'échelle du nanomètre, qu'est-ce que je vois? Alors, à l'échelle du nanomètre, vous voyez que l'énergie n'a pas beaucoup d'importance. Mais plus je vais chercher, je vais aller dans des cycles plus importants, je vois que l'espace, c'est normal, il y a plus d'espace, le temps ne s'écoule pas de la même manière, l'énergie n'est pas consommée de la même manière, l'information n'est pas transmise de la même manière, et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, dans les détails de Précis. Alors, un système vivant, comment nous souhaitons, quelles sont les caractéristiques souhaitables et nuisibles pour l'engineering? Qu'est-ce que, dans le domaine de l'engineering, si vous faites de l'engineering, qu'est-ce que vous cherchez le plus? Qu'est-ce qui est souhaitable, d'accord? Et qu'est-ce qui n'est pas souhaitable? Si nous devons nous informer ou reproduire ce qui est dans la nature, nous devons tout d'abord chercher, pour l'engineering, des systèmes fiables, la première des choses. Nous ne cherchons pas des systèmes complexes. Plus le système est complexe, plus ça va devenir difficile à le reproduire au niveau engineering. Adaptable. Nous cherchons des cycles adaptables. Nous ne cherchons pas des cycles à évolution lente. Nous cherchons des cycles auto-réparateurs. Nous ne cherchons pas des cycles à forte incertitude dans leur comportement. Nous cherchons des cycles autorégulateurs qui s'autorégulent. Nous ne cherchons pas des systèmes qui s'adaptent selon la condition. Nous cherchons des systèmes auto-régulateurs. Les Russes n'étaient pas aussi gourmands que les Américains. Ils ont dit, nous, la première tâche, ce n'est pas d'envoyer un homme, mais d'envoyer une sonde sur la Lune. Le jour où on arrivera à envoyer une sonde sur la Lune, on pourra penser à envoyer un homme sur la Lune. Les Américains ont fait direct. Vous voyez, l'homme sur la Lune. On lui avait demandé de trouver des solutions. Donc, il fallait simuler une sonde dans l'entrée de l'atmosphère de la Lune. Et la simulation, ils avaient décidé d'aller dans la partie cachée de la Lune. Donc la partie cachée de la Lune. Donc si on part de la cachée partie de la Lune, il fait sombre, il fait noir. Et ils ont dit, donc si nous envoyons une sonde, il faut prouver qu'on nous sommes allés. Donc il faut envoyer des images pour que tout le monde voit que nous avons atterri sur la Lune. Et donc, comme c'est la partie sombre, il n'y avait pas d'infrarouge à l'époque, de caméra infrarouge. Il fallait de la lumière. Et donc, il fallait envoyer de la lumière avec les sondes. Et à l'époque, il n'y avait que les ampoules à incandescence que nous connaissons. Donc, quand ils ont simulé les conditions d'amérissage, chercher à améliorer le verre. Ils lui ont dit, c'est pour qu'on garde le vide à l'intérieur.
Parce qu'il n'y a pas le vide dans l'ampoule, elle va se brûler, griller. Et elle leur dit, mais pardi, mais sur la Lune, il n'y a que du vide. Donc pourquoi vous cherchez une ampoule? Elle va s'allumer toute seule sans qu'il y ait de couverture de lampe. Et c'est comme ça qu'on a envoyé la première sonde avec des ampoules sans verre, hein, et ça a illuminé la chose. Donc vous voyez que le fait de poser la question et de ne pas pouvoir poser la bonne question, on est parti à côté à chercher une solution pour laquelle on ne trouvera jamais peut-être de solution. Il fallait poser la bonne question parce que la cause, ce n'est pas pourquoi, mais quelle est la cause qu'on a fait ceci. Et donc c'est ça, c'est toute cette méthode de pensée, de réfléchir que vous apporte le TRIZ. Vous n'allez plus réfléchir de la même manière que vous réfléchissez aujourd'hui. Et à la fin, je vais vous donner un petit problème. Je suis roi. Vous allez voir si vous allez réfléchir comme Arthur en appliquant la pensée abstraite. Je suis roi. J'ai 2 fils. Et j'ai une fortune que je veux partager entre mes 2 fils. Je ne veux pas donner à chacun 50%. Si j'étais normal, je dis je vais donner 50% au premier et 52% au deuxième. Non, je vais dire je vais donner le 70% au plus méritant. J'introduis le mérite. Mais comment je dois savoir qui est le plus méritant? Il a dit je vais faire un concours à mes 2 fils, une course à cheval. Je vais donner à chacun un cheval. Voilà ton cheval, voilà ton cheval. Et vous allez faire la course. Celui qui rentre en premier et son cheval rentre en dernier sera le vainqueur. Celui qui rentre en premier, mais son cheval rentre en dernier, est le gagnant. C'est un compromis. Comment moi je peux rentrer en premier et mon cheval rentre en dernier, hein? Quelle est la solution? Hein? Cherchez out of the box. Je vais vous donner un autre problème. Réfléchissez. Bon. Je veux acheter une espadrille, basket, chez Nike. Je suis allé chez Nike, il m'a dit c'est 97 €. 97 €. J'avais pas d'argent. Je suis allé emprunter de l'argent, c'est mon père et ma mère. Ma mère m'a donné 50 € et mon père m'a donné 50 €. Donc j'ai en poche 100 €. Je suis allé acheter la paire d'espadrilles, 97 €. Il m'a rendu 3 €. J'ai donné à mon mère 1 € et j'ai donné à mon père 1 €. Donc combien il me doit à mon père? 49 €. Je lui ai rendu 1 €. Et ma mère, je lui ai rendu 1 €. Elle me doit aussi 49. 49 plus 49, ça fait 98. Il me reste en poche combien? 1 €. 98 plus 1, ça fait 99. Et l'euro, il est où l'autre euro? Il a disparu où, hein, l'autre euro, hein? Donc ils m'ont donné chacun 50-50. J'ai acheté à 97, il me reste en poche 3 €. J'ai donné, remis 1 € à mon père, j'ai remis 1 € à ma mère, donc 50 moins 1, Hasni, Salouni 49, ou moi Salouni 49. J'ai laissé les deux, Salouni 98. Il me reste 1 € en poche, ça fait 99. Et l'autre euro, il a disparu où? Réfléchissez out of the box. Voilà, je vous remercie. Vous avez des questions? Merci, professeur. Moi, je voulais juste vous introduire. Hein. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste du biotriz. Hein. Voilà.
Je ne suis pas biologiste. Merci pour cette conférence et une belle introduction au TRIS. Merci aussi pour les deux problèmes que vous avez posés. Donc certainement les gens ils vont réfléchir ce soir avec leurs enfants et leurs femmes et leurs maris d'abord, et après on se voit demain pour voir. Donc si vous avez des questions, n'importe quelle question concernant non seulement ce qui vient d'être dit, mais par rapport the output. Au développement, au développement. Voilà, the output of this conference. Allez-y. Je suis très contente. C'est réciproque. Ouais. Entre-temps, je suis commissionnaire de l'université, je suis aussi avec. Ah, tu es au CRBT maintenant, c'est bien, définitivement, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Merci. Alors, moi, je suis la biologiste dans votre histoire. Et comme par hasard, vous avez donné l'exemple avec le diabète. Vous savez, je travaille dessus. Ouais. Et peut-être qu'on n'a pas été formé au biotris, mais à force de côtoyer les systèmes biologiques, on commence à réfléchir comme eux. Je vais expliquer. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait le biotris, mais avec mes collègues ou les étudiants, on se dit une phrase. Mettons-nous à la place de la cellule, la bêta-cellule ou la souris, pour comprendre ce qu'elle fait, et après on comprendra mieux la stratégie. Voilà. Je ne savais pas que c'était le biotris, mais je suis contente de voir bien. que c'est ça. C'est exactement ça. Et justement, ce type de réflexion nous a mené pas des solutions parce qu'on n'est pas encore arrivé, mais justement à avoir des résultats qui ne sont pas forcément cités dans la bibliographie. Ouais. Et ce n'est pas question de brevet, c'est du bon sens. Ça veut dire en se mettant, par exemple, à la place de la bêta-cellule et en comprenant, parce que je suis biologiste de formation, fondamentaliste, donc on connaît certaines choses. Et en se mettant à la place de la cellule et comprendre comment elle agit, pourquoi, justement, on commence à voir certaines solutions ou certaines réponses qui ne sont pas forcément trouvées dans la bibliographie parce qu'on réfléchit. Non. Et ça, c'est bien dans un sens parce que je suis sûre que ça va nous amener à des solutions intéressantes. Le problème qui reste, c'est la technique. C'est-à-dire, pour répondre à ça, c'est-à-dire parfois, c'est ça les limites de la biologie, c'est que le système que nous sommes en train d'étudier n'est pas connu. C'est vraiment pas connu. Par exemple, je sais qu'elle fait ça pour une raison. Je ne sais pas encore pourquoi elle le fait. Et je suis sûre qu'en piochant derrière, on trouvera des solutions. C'est-à-dire, maintenant, reste à définir la méthodologie. Et ça, c'est un autre volet dans c'est-à-dire, c'est tellement... Et je suis consciente qu'il faut demander de l'aide d'autres disciplines pour aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, parfois, on sait comment s'y prendre, mais parfois, c'est la méthodologie ou la technique, le côté technique qui fait... Je vais vous donner deux exemples concrets sur lesquels j'ai travaillé il y a quelques années avant que je revienne en Algérie. J'étais dans une équipe aux États-Unis. J'avais la chance d'être dans un laboratoire pluridisciplinaire, c'est-à-dire il y avait des biologistes, des médecins, des physiciens, des chimistes, etc. Et le problème qui était posé, c'est-à-dire comment peut-on déboucher les artères bouchées par du calcaire. Donc, aux États-Unis, il y a beaucoup d'obèses. Oui. Il y a beaucoup d'accidents cardiovasculaires dus à des dépôts calcaires dans les veines. Et donc, l'astuce était sans intervention humaine, c'est-à-dire sans une intervention pour pouvoir déboucher les artères, faire des stents, résoudre le problème. Et donc, l'idée était, nous savons tous la perceuse. La perceuse, c'est fait pour percer des murs.
est-ce que je peux imaginer, le problème qui était posé, imaginer une perceuse à l'échelle d'une veine pour percer et enlever le dépôt calcaire. C'est un redimensionnement. Et donc, quand vous prenez le système, c'est pour ça que l'ingénierie est important. Quand vous prenez le système perceuse, tout système est fait ce qu'on appelle d'un outil moteur, d'un outil de transmission, d'un outil de travail et d'un outil de contrôle. Donc ça veut dire que si je dois développer une perceuse, je dois trouver un moteur, un moyen de transmettre cette vibration, cette énergie, un outil de travail qui est la mèche, et avec un contrôle qui était la pousser ou ne pas pousser. Toute l'idée est cherchée. Et donc, premièrement, est-ce qu'on peut trouver un moteur qui permet d'exercer la même fonction qu'un moteur, faire tourner quelque chose? Recherche. On demande à un biologiste, il nous dit qu'est-ce qui spin dans le sang? Les enzymes. Oui. Les enzymes ont la même fonction qu'un moteur. Ils spinent dans le sang. Donc on a trouvé le moteur. Est-ce qu'on peut trouver un organe de travail qui peut percer? Et comment peut-on coller cet organe de travail sur une enzyme? C'est une équipe faite, peut-être on était 45 personnes. Chacun a essayé de trouver. Et on a trouvé l'organe de travail. Une mèche à l'échelle nanométrique faite de platine. Auto. Après un certain temps, elle s'auto-détruit ou elle se recycle. Voilà. Ensuite, comment je lie cette mèche à l'enzyme? Parce que l'enzyme, s'il est en dehors du sang, elle ne peut pas tourner. Son énergie, c'est-à-dire sa source d'alimentation comme l'électricité, c'est le sang dans un être humain. On a réalisé une perceuse à l'échelle nanométrique, d'accord, et ils l'ont fait des tests, ils l'ont envoyé, et ça a percé. Depuis, je ne peux pas vous dire où on en est, parce que se posait le problème du contrôler. Après, comment je peux la contrôler dans le sang pour arrêter, sinon elle va continuer, aller vers le cœur, aller vers les trucs. Donc il y avait un problème de contrôle. Donc on avait résolu le problème de moteur, le problème de réducteur, de l'outil de travail. Donc tout ça, c'est de la bio-ingénierie. Il restait le problème du contrôle. Donc après cela, je ne peux pas vous dire où est-ce qu'il en est, si on a trouvé le problème de contrôle, et si aujourd'hui elle est utilisée ou pas, je ne suis plus... On avait un deuxième problème. À l'époque, pour les cancers, on avait un problème pour les cancers. Les cancers, c'est qu'aujourd'hui qu'on fait de la chimiothérapie, ou même de la radiothérapie, c'est invasif. On ne fait pas de différence entre cellules malades et cellules saines. On tue tout avec l'espoir que ça ne reviendra plus. On a tué autant de cellules malades pour que la probabilité qu'il n'y aurait plus de cellules malades, c'est je ne sais pas moi, 70 chances sur 100 qu'on a toutes tuées. Et à l'époque, on disait, est-ce qu'on peut faire de la thérapie ciblée que le poison ne va que dans la cellule malade? Il ne va pas toucher d'autres cellules. Et alors que nous, physiciens, nous avons trouvé à l'époque de nouvelles molécules qui s'appellent le C60. Vous savez tous que le carbone cristallise dans une structure diamant, d'accord, une structure cubique face centrée, et c'est le diamant. C'est la forme allotropique du carbone. Et puis vous avez la deuxième forme allotropique du carbone, qui est le graphite, une structure hexagonale très fragile. Et puis Croteau a découvert une nouvelle forme de carbone, un carbone à 60 molécules qu'on appelle des buckyballs. C'est sous forme d'un ballon. 60 atomes qui forment un ballon. Donc ça veut dire qu'il y a une cavité vide à l'intérieur. Et donc,
Et ils avaient cette fonction, cette propriété, ces molécules, qu'elles étaient photofragmentables. Ça veut dire qu'avec un laser, on pouvait les ouvrir. Et donc l'idée était de, est-ce que nous ne pouvons pas mettre le poison dans la cavité, dans cette Pokéballs, et l'envoyer, et une fois qu'il est au niveau de la cellule malade, on ouvre et le médicament va là-bas. Mais se poser, comme j'ai dit, l'outil de contrôle. Comment je peux savoir que la molécule C60 est au niveau de la cellule malade? Il fallait un contrôle. Et on a compris que ces molécules 60 peuvent greffer des atomes sur les sommets de ces buckyballs, ces ballons. Et on peut greffer un traceur radioactif. Et donc, si on l'injecte dans le sang, on peut suivre le trajet de cette molécule grâce à ce radiotraceur. Et une fois qu'il est au niveau, on envoie un laser qui fait ouvrir la molécule. Mais c'était tout ça, c'était à l'état encore théorique. C'est-à-dire, on a trouvé la solution. Maintenant, comment transformer une solution théorique faisable en une solution pratique? Là aussi, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il est devenu, mais toujours est-il qu'on n'a pas dissocié le biologiste et que les grandes innovations qui rapportent le plus d'argent sont des solutions de ce type aujourd'hui. Et donc, il est important, donc le résumé, que nous puissions mettre en place des groupes pluridisciplinaires où la compétence de chacun arrive pour pouvoir mettre en place une solution innovante. Très bien. Voilà. Merci, c'est exactement ça. Parce que, oui. quand j'ai parlé... Voilà. Tu es dans le milieu. Je sais. C'est un centre de recherche en biotechnologie. C'est pas en biologie, ni en technologie. Donc c'est vraiment, à chaque fois on parle que ce qui a été évoqué par le professeur Aubrac pour la vectorisation, par exemple, c'est on est plein dedans, donc, et toi aussi. Donc oui. C'est comment délivrer le principe actif à une cellule sans voilà. Toucher aux cellules saines. Sans toucher les cellules saines, sans être détruits par les d'autres voilà. Parce que c'est, on est dedans, ouais. Donc, on est vraiment plein dedans. C'est magnifique. C'est un bon exemple. Parfait, ouais, c'est voilà. Parfait. Donc, et c'est ça. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui est extrêmement important. Poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je cherche? C'est ça, je habite dans ça. Et c'est pas pourquoi je suis malade, comment je suis malade. Donc je pense que voilà, donc si on pose les bonnes questions, on va trouver les bonnes personnes qui nous aident à répondre. Et c'est ça, un centre de recherche méthodologique tel que nous sommes, on ne peut pas répondre à une question sérieuse seul. Donc, d'où la raison d'avoir des biologistes, des chimistes, des physiciens, des électroniciens, des mécaniciens. Des mécaniciens, c'est important, c'est normal. Quand on parle de prothèses, il nous faut un mécanicien. Si on parle de nanovecteurs, on a besoin d'un chimiste. Quand vous parlez de pompe, biologique, c'est un fonctionnement mécanique, donc vous avez besoin de mécaniciens pour vous dire. La théorie de Peter Mitchell a expliqué des choses extraordinaires par rapport au flux de protons, et le rendement c'est le meilleur. Dans les systèmes biologiques, 42%, aucun système mécanique ne peut le faire, humain. Voilà. Ça, la compréhension de ce process, elle est fondamentale pour l'énergie, le transfert d'énergie et l'échange d'énergie. Donc, tout à l'heure, lorsque j'ai lu sur le diapo biologie et la technologie de contradiction, on est ni biologiste ni technologue. Voilà. C'est vraiment les deux. Donc c'est ça vraiment donc le biotree
Trise pour nous, ça nous intéresse parce que c'est Trise ou Biotrise, c'est la même chose. Donc on n'est pas biologiste et on n'est pas des technologues, on est à l'interface. Donc soit on utilise la technologie pour résoudre un problème de biologie, ou à partir de la biologie, on extrait une technologie. Parfait. C'est ça la... Donc, si vous avez d'autres... si je peux intervenir, ouais. Vous avez le TRIZ, je n'ai pas parlé du TRIZ, donc la perception. Le TRIZ, il y a un outil qu'on utilise dans le TRIZ qui s'appelle les lois d'évolution. Et quand vous abordez un sujet, vous avez deux contraintes. Est-ce que j'utilise aujourd'hui les tendances technologiques d'actualité, d'une part, et que mes tendances technologiques que j'utilise, j'ai pris en compte la demande du marché. Donc il y a un rapport en demande du marché et tendance technologique. Et Althusser, il dit que tout système, qu'il soit vivant, ou qu'il soit mécanique, ou qu'il soit électronique, suit une loi d'évolution. C'est-à-dire qu'il y a la naissance, la croissance, la maturité et le déclin. Toute espèce, tout système biologique suit une courbe en S. Donc ça veut dire que toutes les technologies suivent aussi des courbes en S. Toutes les théories aussi suivent des courbes en S. Un homme est né, il croît, devient mature, il commence à décliner jusqu'à la mort. Et donc à partir de là, le TRIZ va vous dire, est-ce que la technologie que vous êtes en train d'utiliser aujourd'hui, est-ce qu'elle est en mode de naissance, en mode de croissance, en mode de maturation, ou en mode de déclin? Ça veut dire que si je veux aujourd'hui, dans ma stratégie, c'est d'utiliser cette technologie et que je veux qu'elle me donne quelque chose, il faut que je sois dans la croissance. Donc il faut que je monte ce train tant qu'il est dans la croissance. Quand il est dans la maturité, il a atteint ou il est dans l'état, ça ne vaut pas la peine d'utiliser ça, cette technologie. Elle est dépassée. Donc ça veut dire que dans le TRIZ, il y a 8 lois. Il y a 11 lois d'évolution. 11 techniques de pouvoir définir avec exactitude à quel niveau votre technologie se situe. Et c'est à ce moment-là que vous allez décider dans votre stratégie de recherche de tout votre établissement que les programmes de recherche, est-ce qu'ils sont tous du point de vue tendance technologique dans le mode de croissance? Déjà, vous allez éliminer beaucoup qui ne servent plus, donc qui sont dépassés, qui sont en maturation, ou là qui sont dans le déclin. Donc déjà, vous avez cet outil de puissance. En plus, vous avez, par la suite, vous avez beaucoup d'autres outils qui vous permettra. Et donc, le point essentiel au départ, c'est les lois d'évolution. Et vous situez par rapport à cette courbe S où vous êtes par rapport à ça, et ça, il faut l'apprendre, c'est des mots techniques pour l'apprendre. Et c'est comme ça que font les grandes entreprises. L'entreprise, quand elle va vous dire un partenaire socio-économique, il fait cette étude avant de dire « je vous donne de l'argent ». Parce qu'il veut investir sur des choses qui sont encore dans le mode de croissance. Hein? Parfait. Merci. Donc, je pense, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense. Merci. Merci, monsieur. Voilà, donc c'est presque 1h30 au plus. On doit libérer le professeur Arad. Merci d'être présent.